Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce 1er octobre 2025 à 19 h au deuxième étage du centre Olivier Le Tardif, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Éric Martineau et Maxime Roberge, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents le directeur général par intérim, M. Nicolas Bourgoin, ainsi que moi-même, Edine Guzik, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment le quorum et la séance ordinaire du 1er octobre 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 h. Merci beaucoup. Donc, bienvenue tout le monde ici ce soir à la séance du Conseil, la dernière séance de ce mandat-ci. Et puis, je souligne aussi la présence des gens qui nous accompagnent là, via le Zoom. Et je salue également les gens qui vont nous écouter là, par la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons adopter l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles respecte le règlement de 538-18 relatif à la régie interne des séances du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, abrogeant le règlement 499-16, que tous les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, considérant que l'ordre du jour tel que déposé sera amendé, donc nous allons retirer le point 13.03. En conséquence, il est proposé par quelqu'un qui propose. Madame Plot va proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé, donc pour la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. 4.1, Monsieur Martineau. Monsieur le maire, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2025 et ce préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal. En conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025 soit adopté tel que déposé. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, Madame Lefrançois. Merci. Alors, présentation des comptes généraux au 30 septembre et puis dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 30 septembre. Alors, comme à l'habitude, je vais prendre le temps de souligner les dépenses de 5 000 $ et plus. Donc, construction et expertise PG, donc du forage, analyse, rapport pour 21 079,52. Eureka Environnement pour l'étude des eaux usées, 5 659,65. Ensuite, les entreprises LT pour de l'asphalte, donc 8 253,91. Ensuite, municipalité de Bois-Châtel concernant les interventions préventionnistes, le camion, les pompes incendies, tout ça, 7 840,95. Ensuite, le service de sauveterre à la piscine, bien sûr, un total de 13 010,17. Ensuite, Ultima Sécurité et Technologie, donc les caméras, on a installé des caméras de surveillance, puis en faire l'installation aussi, bien sûr, 6 655,81. Ensuite, l'Agence du revenu du Canada, donc 15 189,41. Beneva, donc 11 689,58. Desjardins Sécurité financière, 11 203,32. Hydro-Québec, donc tous les comptes ensemble totalisent 9 785,55. Ministère du Revenu, les deux remises qu'on fait 2 fois par mois totalisent 45 153,30. Ensuite, SG Énergie, donc pour l'achat de diesel, 5 724,04. Ensuite, compagnie numérique des honoraires professionnels pour la planification stratégique, 6 706,87. Ensuite, Aquabisson, donc des tâches horticoles, remise en état de certains aménagements paysagers, 12 601,26. Ensuite, la Fédération québécoise des municipalités, les honoraires professionnels pour 11 085,9. La gestion Belle-Rive concernant le vidange des fosses septiques, 34 717,82. Et la régie d'assureur Bois-Châtel Arche-Gardien, donc la quote-part, la 4e quote-part sur 4, donc 93 891. Villéco, donc la collecte pour le mois d'août,
38 306,18. Donc, un total de dépenses de 448 827,76. On ajoute les salaires, donc de 161 386,65. Donc, un total de 610 214,41. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 30 septembre, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 610 214,41 pour la période se terminant le 30 septembre, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, les sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 5.2, M. Martineau. Rémunération du personnel électoral, élections municipales 2025. Considérant que l'organisation des élections municipales 2025 requiert le recrutement et la formation d'un personnel électoral afin de s'assurer du bon déroulé de l'événement, considérant que les dispositions de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités précisent la rémunération minimale prévue pour les différents postes électoraux, considérant que Mme Lisa Gagnon et Cathy Villeneuve et M. Édine Guzik, tous trois employés de la Ville, occuperont des fonctions lors des élections à venir, soit respectivement réviseurs affectés à la commission de révision, scrutateurs et secrétaires des bureaux de vote itinérants, et lors du vote par correspondance, de même que président d'élection pour M. Guzik et secrétaire d'élection pour Mme Villeneuve. Considérant qu'il y a lieu de fixer par résolution la rémunération du personnel électoral. En conséquence, je propose que les scrutateurs des bureaux de vote, secrétaires et bureaux de vote, primo, membres de la table de vérification de l'identité de l'électeur et autres préposés affectés au jour du vote par anticipation le 26 octobre et du vote ordinaire le 2 octobre soient rémunérés selon les montants définis par la loi. Le 2 novembre. Pardon? Le 2 novembre. 2 novembre. Pardon. Que le personnel électoral soit rémunéré pour toute séance de formation collective prévue par le président d'élection selon la rémunération définie dans la loi et pour le nombre d'heures que dure la formation. Que le personnel du bureau de vote itinérant, de la commission de révision et du vote par correspondance, lorsqu'il est également employé par la Ville à d'autres fins que les élections, soit rémunéré selon le salaire défini dans son contrat ou toute autre convention collective en vigueur, pour et uniquement pour les heures de travail effectuées en dehors de ces heures de travail normales et dans le cadre des élections. Et que le président d'élection et la secrétaire d'élection soient rémunérés selon les montants minimaux prévus par la loi. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, M. Roberge. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, adoption du budget 2026 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Lange-Gardien, Château-Richer et autorisation du paiement de la quote-part 2026. Considérant l'adoption des prévisions budgétaires 2026 de la Régie par son conseil d'administration lors de la séance du 16 septembre 2025, considérant que ces prévisions budgétaires doivent être approuvées par le conseil municipal qui est parti à l'entente, considérant que la quote-part pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2026 s'élève à 392 340 $ par rapport à 375 561 en 2025. En conséquence, je propose d'accepter les prévisions budgétaires 2026 de la Régie d'assainissement des eaux usées, ainsi que la quote-part de la municipalité s'élevant à 392 340 et d'autoriser le paiement de la quote-part 2026 aux dates convenues. C'est 2025? C'était une erreur. C'est une erreur? C'est 26? C'est corrigé. Merci. OK. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, M. Roberge. Merci. Donc, somme payable pour les services de la Sûreté du Québec en 2025, autorisation de paiement. Considérant la facture datée du 25 mars 2025 au montant de 693 293 $ pour les services de police de la Sûreté du Québec pour l'année 2025, payable en 2 versements.
Considérant que le Conseil juge opportun d'approprier une somme de 346 646 au surplus accumulé afin de pourvoir au versement final pour les services de la SQ. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement et d'autoriser l'appropriation d'une somme de 346 646 $ dans le surplus accumulé pour payer le versement final de la facture pour les services de police de la Sûreté du Québec. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.5, Madame Lefrançois. Oui, merci. Alors, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, le dépôt est fait au Conseil de ville de Château-Richer d'un état comparant les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant et d'un état qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. J'ai donc préparé, évidemment, je n'ai pas mis chacune des lignes, mais j'ai fait un résumé. Ce document-là sera accessible sur le site de la ville demain ou après-demain, peut-être, rapidement, finalement. Donc, alors c'est ça, en fonction de nos obligations légales, nous vous déposons aujourd'hui le rapport budgétaire pour l'exercice qui termine au 30 septembre 2025. Notez que ce document sera déposé et disponible pour consultation. D'emblée, nous sommes heureux de vous annoncer que selon la prévision anticipée, nous terminerons l'année avec un excédent de 277 366. Au global, au niveau des revenus, selon la projection au 31 décembre, nous aurons 10 165 233 en revenus sur un budget annuel de 10 289 283. Notez que nous avons considéré les revenus de subventions déjà accordés et que nous recevrons d'ici la fin de l'année. Au niveau des dépenses, en regard du Conseil, on projette terminer avec 172 000 sur un budget annuel de 181 641. L'écart, bien sûr, est dû au fait du départ du conseiller Alexandre. Pour le total de l'administration générale, on projette terminer à 1 519 276 sur un budget annuel de 1 581 898. Pour le total de la sécurité publique, donc ce qui comprend l'incendie, sécurité civile, on projette terminer à 1 064 431 sur un budget annuel de 1 069 431. Pour la voirie municipale, incluant salaire pour la période estivale, soit d'avril à octobre, on projette terminer à 900 000 sur 999 971 de budget annuel. Pour la période hivernale, on projette terminer à 1 100 000 sur un budget annuel de 1 138 343. Bien sûr, c'est une estimation parce que je ne sais pas, si jamais en décembre, il y a 5 tempêtes, c'est sûr que le coût va monter un petit peu plus. Donc, on y va avec ce qu'on voit généralement, une moyenne. Puis, il y a des achats à faire, là, comme le sel, le sable, mais tout indique là, que nos dépenses seront comme prévu. Pour le total du réseau routier de toute la ville, un montant projeté de 2 43 500 sur un budget annuel de 2 193 414. Ici, la différence était prévue pour le remplacement de ponceaux qu'on voulait faire sur notre territoire, mais à cause du manque d'effectifs pour faire les travaux, ça n'a pas été réalisé, c'est reporté pour l'an prochain. Notre quote-part plus mobile, donc la somme de 34 608 a été versée, versus un budget de 34 560. Notons qu'à ce niveau, on en profite pour démystifier un petit peu le fait que si on faisait payer des droits de passage, notre quote-part serait la même et peut-être même plus. Donc, en réalité, la gratuité a fait augmenter le nombre d'utilisateurs, le retour en subvention gouvernementale a proportionnellement augmenté. Donc, la portion du coût de billet est assumée à même nos redevances des fonds éoliens aussi. Donc, ça répond à un besoin de notre population et réduisant le nombre de véhicules sur la route aussi. Comme vous le savez, nous mettons une provision pour la piste cyclable. C'est débuté, donc de l'ordre de 20 000 $ par année pendant 10 ans. Pour le total de l'usine de filtration, nous projetons terminer à 250 000 versus un budget annuel de 334 326. Pour les matières résiduelles, nous projetons terminer à 1 650 000 sur un budget de 1 761 240. Notez qu'à ce volet, notre dépense sera plus élevée en raison de l'écocentre, que nous remarquons une augmentation de 30 000 $. C'est ce qui explique que nous avons fait un ajustement dernièrement au niveau du nombre de fois gratuits à lesquels nous pouvons y aller, c'est-à-dire 3 fois maximum par année maintenant. De plus, comme c'est un service pour service résidentiel, la Ville procédera prochainement à une mise à jour afin de clarifier l'accessibilité.
Notez aussi que les coûts de location, vider les conteneurs là, de façon régulière aussi, là, les frais ont considérablement augmenté. Pour l'aménagement, urbanisme et développement, nous projetons 460 000 versus un budget de 522 825. À ce volet, notez que nous avons dû prendre une firme pour l'urbanisme en raison de l'absence du responsable à la ville et d'un peu de temps aussi pour transférer les dossiers lorsque la ressource est arrivée. Nous avions prévu 30 000 et le coût a été de 58 625. Encore là, les services d'urbanisme, c'est un service essentiel que nous ne pouvions pas s'en passer, mais comme vous le constatez, on a géré de façon rigoureuse parce que de façon globale, nous terminons moins que le budget annuel prévu à ce volet. En ce qui concerne les loisirs, nous projetons terminer à 322 000 sur un budget de 282 323. L'écart s'explique au fait que nous avons apporté des améliorations à notre piscine pour qu'elle soit plus performante. Exemple, ajout d'une toile blanche, parce que le fait que c'était de l'asphalte noir avant ça, ben, le soleil plombe plus rapidement, puis la glace fond plus rapidement. La patinoire. Donc, la glace fond plus rapidement à cause de l'asphalte. Fait qu'on a mis une toile blanche, réduisant ici les reflets du soleil. Un dévidoir mécanique aussi pour que les tuyaux se rendant à la patinoire se déplacent plus facilement, qu'une seule personne puisse le faire, parce que ça prenait 2 personnes pour emmener les gros tuyaux jusqu'à la patinoire. Donc, ça permet à l'autre source de faire autre chose. Vous remarquerez aussi, quand vous regarderez le document, qu'il y a comme une hausse, on dirait, du coût de la fête de Châteaublanc, comme le double finalement. Mais en réalité, à notre point du budget dans les revenus, on retrouve des commandites reçues de nos partenaires et du gouvernement pour l'emploi étudiant. Alors, plus nous recevons, plus ça peut donner l'apparence qu'on a dépassé le budget, mais ce n'est pas le cas, on a respecté notre budget pour la fête du Châteaublanc. Total des centres communautaires, nous projetons terminer à 60 000 versus 52 600 sur le budget. L'écart s'explique par un coût en électricité plus élevé et d'ajout de programmes d'activité beaucoup plus élevés, ce qui correspond à de nombreuses demandes de citoyens. Nous avons une programmation complète pour tous les âges et on ressent déjà la satisfaction des citoyens. Hier, déjà, même, j'ai vu que la Ville a annoncé un 2e groupe pour la vie active. Donc, vraiment, c'est très, très apprécié. Pour la patinoire, salaire, contrat, pièces, nous projetons terminer à 20 500 versus un budget annuel de 15 288. L'écart se retrouve au niveau des salaires et des frais de l'entretien et d'équipement. Pour la piscine, nous projetons terminer à 74 606 versus un budget de 71 180. L'écart se retrouve à l'entretien car des travaux importants ont dû être faits au printemps pour la rendre accessible. Entre autres, juste la peinture, c'était de l'ordre de 20 000 $. Notons qu'on a sauvé un peu au niveau des frais de sauveteur, car on essaie d'être prévoyant, c'est-à-dire, si, exemple, demain, il annonce la pluie à 100 %, on va dire, on annule le sauveteur, de ça qu'on n'a pas besoin de payer à ce moment-là. Donc, juin, il y a eu quand même pas mal de pluie, fait que c'est sûr qu'on a fait de la récupération à ce niveau-là. Pour le camp de jour, le coût total pour la Ville a été de 309 826. Nous avions budgété 316 220. Pour les frais de la bibliothèque, nous projetons terminer à 69 543, qui correspond à notre budget annuel. Au global, donc, pour le total des activités récréatives, nous projetons terminer à 909 182,54 versus 877 639 de budget. L'écart est en majorité en lien avec ce que je viens de vous mentionner précédemment. Les activités culturelles, donc pour le soutien à Arts et Reflets, les archives, la politique familiale, nous projetons 10 000 sur un budget de 21 000. Nous avons une récupération parce que nous n'avons pas eu à contribuer pour le salaire d'une secrétaire au Centre de généalogie des archives, parce qu'on a fait appel à un étudiant qui était subventionné par le fédéral. Pour le total des frais de financement, nous projetons terminer à 499 414 versus 551 509 de budget. Le renouvellement de prêts cette année à taux d'intérêt plus bas a permis de faire cette économie. Le total des dépenses projetées est donc de 8 224 134 versus un budget de 8 648 516. Dans le dépôt du budget fait en décembre 24, vous remarquerez une diminution de nos règlements d'emprunt de l'ordre de 2,87 %. Comme nous l'avons mentionné dès le début, nous sommes très heureux de vous annoncer que selon la prévision anticipée, nous terminerons l'année avec un excédent de 277 366. Ces résultats sont la résultante d'une étroite collaboration entre la direction et le conseil.
et ne peut se faire aussi sans la collaboration de tous les personnels. Nous en profitons pour les remercier. Merci. Donc, l'excédent, c'est un excédent anticipé. On vous l'expliquait dès le départ. Là. Ça va dépendre un peu des impondérables qui peuvent arriver aussi d'ici ce temps-là. Donc, le débat étant fait, nous sommes rendus au point 6, qui est le suivi des dossiers. Donc, M. Martineau, on va aller dans le même ordre que d'habitude. Merci, M. le maire. Un petit message. Au nom de l'équipe du Conseil 2021-2025, je tiens à remercier nos concitoyens pour la confiance qui nous a été accordée. Également pour le travail et le support de l'ensemble de la direction et des employés de la Ville. Ce fut un mandat fort en rebondissement. Je me permets de vous rappeler le départ de la direction générale dans les premiers jours suivant notre élection, suivi d'une période de transition qui s'est étirée, même après l'entrée en poste d'une direction stable avec l'arrivée de Mme Magali Lavigne. Nous sommes fiers de laisser la Ville dans un état bien meilleur que lors de notre arrivée, particulièrement au niveau de l'organisation et de la gestion financière. Enfin, je me permets de souligner qu'il s'agit d'un dernier conseil de ville pour Vincent Latour, qui malheureusement était malade pour la séance d'aujourd'hui. Également pour Mme Christine Plot et pour moi-même. Et je voulais souhaiter également bonne chance à Gino, Maxime et Guylaine pour la campagne électorale à venir. Et je souhaite également bonne chance à tous les candidats et je souhaite que le tout se déroule, que la campagne se déroule dans le respect de tous et chacun. Merci beaucoup. Madame Plot. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, c'est le petit volet loisirs et culture. Donc, je commence avec un retour sur la grande bouquinerie qui a eu lieu ce week-end. Ça a été une superbe édition. Donc, ça, c'est grâce à plein de bénévoles qui travaillent durant toute l'année à amasser, accumuler des livres, à les trier. Puis, ça donne la grande bouquinerie qui a eu lieu ce week-end. Il y avait plusieurs livres de disponibles. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. Puis, tous les fonds qui sont ramassés avec ça retournent directement là, à notre bibliothèque pour pouvoir faire l'achat de nouveaux livres dans notre collection. Je vous invite donc là, à aller là, à notre bibliothèque qui se trouve là, dans notre merveilleux espace culturel Richard Véro, qui est juste ici, là, en arrière. Puis c'est vraiment une superbe place, là, vraiment une belle vue avec... fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir plein d'autres activités aussi en octobre, ce qui est super intéressant. Donc, on a un gros mois d'octobre à l'espace culturel. Donc, premièrement, samedi 4 octobre, il va y avoir le premier atelier sur 2 là, de Lego qui a lieu entre 10h30 et 11h30. Samedi, le 11 octobre, il y aura en après-midi là, des jeux de société dirigés là, entre 13h et 16h. On s'en va ensuite à mercredi, le 15 octobre, qui est une conférence là, en soirée sur la gestion des émotions chez l'enfant entre 18h30 et 19h30. Il y aura aussi dimanche le 19 octobre, dans la thématique d'Halloween, un bricoleur d'Halloween, donc dimanche après-midi entre 13h et 14h30. Puis finalement, là, samedi le 25 octobre, il y aura une matinée animée sous le terme des sorcières, donc entre 10h30 et 11h30. Mon dernier point pour conclure là, les activités de loisirs du mois d'octobre, ça concerne le retour du bal des monstres le vendredi le 24 octobre de 18h à 21h au Centre Olivier de Tardy. Donc la ville vous organise une superbe soirée familiale avec DJ, danse et plein de surprises. Donc ça va être vraiment une soirée amusante le 24 octobre de 18h à 21h. Merci beaucoup, Mme Plot. Monsieur Roberge. Merci, M. le maire. Donc, quelques petits points de mon côté. D'abord, c'est pour remercier les citoyens qui sont venus à l'activité de la semaine dernière, le 25-26 septembre. On a planté dans notre ville 788 arbres ici, dans le coin de l'église, au terrain des loisirs, Havre-sur-Saint-Laurent. Merci aussi aux élèves de l'école primaire qui sont venus prêter main forte. On a aussi 25 élèves de Fierbourg, donc l'école d'horticulture avec leurs enseignants. Desjardins aussi est venu rajouter là, quelques arbres avec quelques-uns des administrateurs. Donc, c'était une belle activité. Merci aussi à Guylaine qui s'est prêtée au jeu sous la pluie lors de cette belle journée. Donc, notre ville s'en trouve plus belle.
Maintenant, mon petit tour de roue vidange dans ce changement de saison. Je commence par les encombrants. Donc, la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc, on a le temps de se préparer. C'est lundi et mardi le 14 que le camion va ramasser les bons vieux monstres. Collecte de feuilles et de résidus verts. Il y en a une seulement cette année. C'est le 23 octobre. On demande aux gens d'utiliser, comme au printemps, les sacs en papier. Donc, c'est une collecte là, organisée par la MRC. Puis c'est la même chose partout sur la côte. Les déchets tombent aux 2 semaines, donc ce vendredi, là, pendant tout l'hiver, seront ramassés à chaque 2 semaines, mais ça reste le vendredi. Et les abris d'hiver, on est déjà rendu là. À partir d'aujourd'hui, c'est possible de les installer partout sur le territoire. Pour l'enlever, c'est le 1er mai, sauf le 1er juin à partir du karting en montant. Voilà pour l'automne. Merci beaucoup, M. Roberge. Mme Lefrançois. Oui, merci. Les derniers mois, j'avais parlé un petit peu des associations qu'il y a sur la côte de Beaupré. Je vais parler aujourd'hui du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est qui Carrefour Jeunesse Emploi qui sont situés à Beaupré? En fait, ils offrent du soutien professionnel pour les jeunes de 15-35 ans. Alors, dans leur démarche visant le développement de leur employabilité, orientation scolaire et professionnelle, la recherche d'emploi, l'intégration et maintien en emploi, l'autonomie personnelle et sociale, persévérance scolaire, et ils s'impliquent aussi dans certains projets d'implication dans la communauté. Ils sont venus d'ailleurs ici à la ville l'été dernier pour donner un petit coup de main pour du désherbage, des choses comme ça. Donc, je vous invite à communiquer avec eux autres parce que c'est pour toute la côte de Beaupré, là, même si le siège social est à Beaupré. Donc, 827-8211 pour obtenir des informations supplémentaires. L'autre affaire, je voulais parler un petit peu du frigo partage. Donc, j'ai assisté au lancement. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis contente de voir un frigo partage sur notre territoire. Ça fut un beau lancement. Les bénévoles ont travaillé fort. On a un bel emplacement, mais le frigidaire et tout ce qui a été fait là, par les bénévoles, vraiment, chapeau, wow, un gros merci. Je voudrais en profiter aussi pour dire qu'on a eu une conférence aussi en même temps lorsqu'on était au lancement. Puis, des fois, tu sais, les perceptions, on peut voir quelqu'un arriver et dire « Ah, il va au frigidaire, puis il n'y a pas vraiment besoin, tu sais. Mais en réalité, les gens qui ont besoin, des fois, ils n'ont pas de voiture. Ils ne sont pas capables de se déplacer. Fait que n'importe qui à la file pourrait dire tu sais, je vais aller chercher des choses pour elle dans le frigidaire. C'est une commission, finalement. Fait qu'il faut essayer de ne pas trop juger, finalement, sur qui va chercher là. Puis, en espérant que ça va fonctionner, vraiment, je le souhaite vraiment. Fait que je vous invite à aimer la page Facebook, Tout Ski, donc c'est important. Tout ce qui se partage, c'est ça. Puis, d'aller porter, évidemment, des aliments, là, si vous en avez en surplus. Merci. Merci. Le frigo partage est aussi un endroit où les gens peuvent apporter des choses, mais ils peuvent voir des maïs qui sont là, puis ils peuvent en prendre aussi puis partir. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui sont dans le besoin, mais des gens qui peuvent apporter des choses, puis ils peuvent aussi en prendre. Ça nous a été expliqué, puis je trouve le concept assez intéressant, là. Donc, encore une fois, merci aux gens qui ont travaillé fort là, pour mettre ça en place. C'est très apprécié. Nous sommes maintenant rendus au point 7, qui est la période de questions. Monsieur Goulet. Excusez-moi, monsieur le greffier. Deux points. Premièrement, il reste 2 jours pour la mise en candidature. Donc, les personnes qui souhaitent présenter leur candidature, il reste jusqu'à vendredi 16h30. Mon autre point, pour le coup, lui, là, est vraiment important. Il concerne les avis d'inscription et non-inscription. Donc je pense que vous le savez tous, Post Canada est en grève depuis le 25 septembre dernier. De mon côté, j'attendais les directives du directeur général des élections. Donc elles sont arrivées en matinée aujourd'hui. Donc j'ai passé une bonne partie de la journée à travailler justement sur ce point. Essentiellement, la loi a été modifiée, c'est une mesure exceptionnelle. On n'est plus obligé de distribuer les avis d'inscription et de non-inscription. Il y a quand même certaines mesures à prendre. Il faut essayer de trouver notamment d'autres moyens de distribution. C'est sur quoi je passe une grosse partie de la journée. J'ai contacté UPS, j'ai contacté FedEx, j'ai contacté Purolator. Je me suis même déplacé à l'autre bout de Québec pour rencontrer justement un représentant de Purolator. J'ai contacté GLS et puis il m'en manque un aussi. J'ai soit pas de réponse, soit la même réponse qui est les délais sont trop serrés, il y a beaucoup trop de distribution à faire, donc la réponse est non. Donc, je vais continuer à regarder de ce côté-là, mais il est fort probable, très fort probable que les avis d'inscription ne soient pas distribués par courrier cette année. On a regardé avec mes collègues qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour quand même
faire en sorte que les gens soient au courant du besoin d'aller regarder la liste électorale. Puis j'ai suivi aussi la directive d'Élections Québec. On va finaliser le tout demain, donc on va envoyer les informations sur Facebook, sur le site web de la ville dans les prochains jours. D'ici vendredi, ce sera fait. Je pense déjà d'ici demain soir, ce sera sur le site web. Ce que je vais demander, c'est de partager cette information, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont ici, les personnes qui sont sur Zoom, partagez l'information, demandez aux gens de partager l'information. Quand vous partagez l'information, ce qui est important, c'est juste de partager l'information telle qu'elle sera fournie par moi-même, parce qu'il y aura des considérants légaux, donc juste pour pas qu'évidemment ce soit modifié. Essentiellement, ce que nous on pensait faire, c'était premièrement d'ouvrir la consultation à la liste électorale par téléphone. Donc les gens pourront nous appeler, nous demander s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale, le faire par courrier aussi. Les bureaux seront évidemment ouverts aux heures d'ouverture normales, donc on invite les gens à venir. On pensait aussi ouvrir l'hôtel de ville la semaine du 6 octobre, donc entre le 6 et le 10 octobre, en soirée jusqu'à 20h, 20h30, pour permettre aux personnes qui travaillent en journée de venir consulter la liste électorale. Puis évidemment, ils pourront venir la consulter au cours de la commission de révision qui aura lieu le 14 et le 16 octobre prochain. Les moyens mis en place, ils vont être suffisants pour venir consulter. Ce qui est important, c'est que l'information soit diffusée. Donc nous, on va sans doute la diffuser dans les principaux lieux, donc l'hôtel de ville, les épiceries, le centre Olivier Tardif, le chalet des loisirs, les écoles, etc., etc. Mais le bouche à oreille va aussi être très important, donc j'invite vraiment les personnes, s'il vous plaît, informer les gens que c'est important de consulter le site web par rapport à ce sujet. Dites-leur de passer le message aussi, il faut vraiment qu'un maximum de personnes soient au courant de ça. Parce que je rappelle, si les personnes ne sont pas inscrites sur la liste électorale, elles ne pourront pas voter. S'il y a des demandes de radiation, c'est important, mais c'est pas si grave. C'est vraiment les demandes d'inscription qui sont vitales. Donc faites passer le message. Nous, on va communiquer d'ici vendredi au plus tard sur le site web Facebook les directives par rapport aux avis d'inscription. Si Post Canada ne fait pas grève pour X raison d'ici la fin de la semaine, écoutez, ce sera... on enverra donc par courrier, mais honnêtement j'ai peu d'espoir, donc il faudra faire passer le message sur les informations qui vont venir dans les prochains jours. Merci. Désolé d'avoir oublié. Ben non, pas de souci. C'est vraiment pas important. J'avais tellement hâte d'arriver à la période de questions. Je me permets juste de faire le petit point sur la période de questions, ça va prendre un petit 30 secondes. Donc, comme d'habitude, c'est notre règlement 538 qui régit les périodes de questions. Donc j'invite les personnes qui posent la question à se présenter au pupitre, s'identifier avec leur nom complet. Puis évidemment, je rappelle que les questions vont être formulées dans un langage respectueux, exempt de propos injurieux ou diffamatoire, et s'adresser au président de la séance, donc Monsieur le maire. Puis je rappelle aussi qu'un court préambule est permis, mais l'objectif demeure donc de poser une question avec les affaires de la municipalité et non d'utiliser le pupitre à d'autres fins. Et évidemment, tout ça, c'est les mêmes règles pour les personnes sur Zoom, avec les adaptations nécessaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Période de questions. Bonsoir. Jimmy Saint-Hilaire. À la dernière séance, M. le maire, on vous avait demandé de laisser un espace libre pour la voie de contournement, ce que vous avez refusé. Vous m'avez parlé que vous aviez deux, trois autres voies de contournement, deux, trois autres accès que vous vouliez étudier ou faire, je ne sais pas trop, c'était vague. Pouvez-vous me dire qu'ils sont où ces accès-là? Premièrement, il y a de l'information que je ne peux pas partager. Puis je ne la partagerai pas ni avec vous en particulier, ni avec personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des négociations et des choses sont en cours. Et on ne négocie pas sur la place publique des affaires, puis on n'arrange pas des dossiers comme ça, aussi importants que ça, sur la place publique. Et j'ai jamais dit, vous avez dit que j'avais dit non à quoi déjà, vous avez dit tout à l'heure dans votre temps? Bien, vous irez écouter, M. le maire, vous vous doutez de ce que je vous dis. Vous avez demandé de laisser, parce que vous vouliez, parce que vous allez entériner nous ce soir, là, mettre ça en conservation. Je vous avais demandé de laisser l'espace libre pour la voie de contournement si jamais on allait en avoir besoin dans le futur. Vous m'avez dit non, le conseil n'est pas pour ça. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'était pas pour la voie de contournement à cet endroit-là. C'est ça qu'on vous a répondu. Puis de toute façon, nous, on est en attente de voir la décision, là, puis qu'est-ce qu'on allait nous apporter comme rapport là, par les gens de Capital Nature. Puis on a reçu ça des derniers jours, dernières semaines. C'est pour ça qu'on en parle à cette séance-ci qu'on pose là. C'est bon. Merci beaucoup.
Un peu plus tard, au point 13.1, ça va être une autorisation de signature chez le notaire, justement, pour mettre ces terrains-là conservation. Pouvez-vous me dire, c'est quand la date que vous allez aller signer ça? La date exacte, je ne sais pas. C'est octobre. Au mois d'octobre, c'est aux alentours du 12 octobre? 16. 16 octobre. Merci beaucoup. OK. Bonjour à tous, Marie-France Biloc. J'ai une question concernant les fameux compteurs d'eau. Oui. Je me suis fait dire que certains n'avaient pas été installés encore. Est-ce qu'il y a une date limite pour les faire installer, à part sur la feuille que vous avez envoyée aux entreprises? Bon, la feuille qui est envoyée aux entreprises, je me souviens plus de tous les éléments qu'il y avait dessus. C'est envoyé par M. Claude Junior qui s'occupe là, de faire le suivi là-dedans. Oui, il y avait une date. On voulait, il était souhaité et demandé là, que ça soit fait pour la fin ou le mois de septembre dans ces eaux-là. Il y a des gens qui n'ont pas pu le faire parce que ils n'ont pas été capables de trouver des plombiers disponibles là, pour installer les choses, mais les gens ils vont pouvoir les installer, je dirais, il y a des gens qui sont venus nous voir, puis ils vont les installer un petit peu plus tard, en novembre. Puis on a dit qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'en réalité, le retard ne relève pas de leur responsabilité, c'est juste parce qu'il n'y avait pas de plombier disponible. Mais il y avait un délai, là, il fallait faire ça aux alentours du mois de septembre, là, c'est ce qui était souhaité. Il n'y avait pas de délai impératif, mais c'était l'objectif de faire ça là. Pourquoi qu'il faut que les gens installent, puis il manque au niveau des installations, il manque aussi au niveau du résidentiel à faire. Et c'est important, là, j'en profite pour faire un rappel aux gens de collaborer pour pouvoir les installer, parce que nous, en réalité, notre plan de gestion il est important au niveau de l'eau, et ça nous permet aussi d'aller chercher des subventions additionnelles. Et si on ne se conforme pas aux demandes du ministère, mais c'est sûr que ça va être pris en considération pour l'acceptation ou le refus, si on veut, des subventions là, qui sont à venir. Donc c'est sûr que pour nous, on va mettre l'épaule à la roue. Et s'il faut, je vais prendre le bâton du pèlerin, puis dès le mois de novembre, je vais faire le tour des résidences pour aller chercher des gens de façon volontaire pour qu'ils embarquent dans le processus, parce que nous, on veut régler ça pour avoir accès plus facilement, si on veut, là, aux subventions qui s'en viennent. Donc, c'est un dossier qui est important. Toujours là, vous avez dit que vous aviez une date limite dans le mois de septembre. Cette date limite-là, j'imagine que c'était fixé par le ministère. C'est quoi les conséquences à ça? Les conséquences, bien, je viens de vous en parler par rapport au fait qu'au niveau de... Vous dites que non, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas les gens, ils seront pas mis dans le coin en pénitence. Là. Les gens, ils collaborent, puis les gens travaillent, puis les gens vont le faire, puis il y en a qui n'ont pas pu le faire parce que les plombiers n'étaient pas disponibles, puis mais il n'y a pas de conséquences. Là. Non, c'est pas la conséquence face aux citoyens, c'est la conséquence si on a du retard avec le ministère. Bien, je viens de le dire, c'est l'histoire, c'est qu'au niveau de l'accessibilité ou au niveau des subventions, ça va être pris en considération parce qu'on n'aura pas rempli nos obligations. On n'aura pas rempli le mandat de le faire et de convaincre tout le monde dans les délais qui sont demandés. C'est ça la conséquence. C'est ça. Fait que au niveau de la subvention, c'est une diminution de Bien, subvention. c'est pas juste une démission, ça peut être un refus. S'il y a des villes qui avaient l'installé et qui ont fait les démarches et qui ont été capables de remplir leurs obligations, plus rapidement, bien, peut-être que leur dossier va passer avant les nôtres. C'est ça qui risque d'arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est des critères qui vont être pris en considération. On en a parlé d'ailleurs lors de la conférence à la FQM. Là, on était allé là, puis on en a parlé. J'étais dans la salle où on parlait justement de la gestion de l'eau potable et des subventions disponibles là, par rapport à ça. Il n'y a pas de questions au niveau du Zoom? Non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, ça met fin à la séance, à la période de questions. Nous sommes rendus au point 8.1. Donc, l'octroi d'un contrat pour l'achat de fournitures de sel et de déglaçage. Madame Lefrançois. Alors, considérant qu'à l'ouverture des soumissions du 22 septembre 2025 à 11h, 4 entreprises ont déposé une soumission. Alors, celle Warwick pour 101 176, Compass Minéral Canada 93 544, Celto Distribution pour 91 984 et celle Windsor pour 95 420. Alors, considérant que la soumission est déposée par Celto Distribution Inc. est la plus basse soumission conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2025-26
à l'entreprise Celto Distribution au montant de 91 984, taxes incluses, et ce, pour un estimé de 800 tonnes. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 8.2, Mme Plot. Oui, merci, M. le maire. Donc, octroi de contrat pour l'achat de sable mélangé de 5 de sel hiver 2025-2026. Considérant les besoins de la ville de Château-Richer en sable mélangé de 8 de sel pour la saison hivernale 2025-2026, considérant qu'une invitation à soumissionner a été envoyée à 3 entreprises, considérant qu'à l'ouverture des soumissions, le 22 septembre 2025 à 11 h, une entreprise a déposé une soumission, considérant la soumission déposée telle qu'elle suit: déneigement Daniel Lachance Incorporé, donc total taxe incluse 42 180 $. Considérant que la soumission déposée par Déneigement Daniel Lachance Inc. est la plus basse soumission conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat de sable mélangé de 5 de sel pour la saison hivernale 2025-2026 à l'entreprise Déneigement Daniel Lachance Inc. au montant de 42 180 taxes incluses, et ce pour un estimé de 1500 tonnes. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous allons procéder à l'avis de motion donc, de dépôt du projet de règlement 637-25, modifiant le règlement 578-20, qui concerne sur la gestion des règlements d'urbanisme afin de bonifier la définition d'une rue publique. Donc, considérant que conformément à l'article 356 de la loi des cités et des villes, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté lors de la présente séance. Le règlement numéro 637-25, modifiant le règlement 578-20 sur la gestion des règlements d'urbanisme afin de bonifier la définition, encore une fois, d'une rue publique. Donc maintenant, le dépôt étant fait, nous sommes rendus au 9.2, donc la présentation et adoption du projet de règlement 637-25, modifiant le règlement 578-20 sur la gestion des règlements d'urbanisme afin de bonifier la définition d'une rue publique. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté le règlement 637-25 afin d'ajouter une condition à l'émission d'un permis de construction en zone forestière lors des séances du 2 septembre 2025, considérant que suite à un avis obtenu de la part de la MRC de la Côte de Beaupré, il y a lieu d'annuler la procédure d'adoption du règlement 637-25 précité. Pourquoi ça a été fait? Parce que nous, on avait procédé durant l'été, puis on avait procédé dans ce dossier-là, puis on avait envoyé en même temps une demande d'avis de conformité au niveau aux gens qui sont responsables du schéma d'aménagement de la MRC. Et les gens, quand ils sont revenus de vacances, ils nous ont donné un retour, puis c'est là où on s'est rendu compte qu'on était peut-être mieux d'y aller avec la définition, ce qui répondait vraiment au schéma d'aménagement. Et c'est la raison pour laquelle on avait annulé le dépôt du 637-25 qui était en vigueur à ce moment-là. Donc, on a repris le même numéro. Pourquoi? Bien, c'est pour la nomenclature, pour le considérant qui suit, où on parle de la nomenclature. C'est pour maintenir la nomenclature là, au niveau du déroulement des règlements municipaux. Donc, considérant le présent règlement qui est annulé et remplace l'avis de motion du dépôt du projet de règlement 637-25 relatif à l'ajout d'une condition à l'admission d'un permis de construction en zone forestière datant du 2 septembre 2025, considérant que le présent projet de règlement 637-25 a pour objectif de bonifier la définition d'une rue publique afin d'éviter toute ambiguïté sur la nature de telle rue dans le règlement d'urbanisme, considérant l'avis de motion du règlement 637-25 a été dûment donné lors de la séance du 1er octobre 2025, considérant qu'une copie de règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée du début de la séance, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 1er octobre 2025, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies de règlement étaient disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi de Cité et Ville. Dans ce règlement-là, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? C'est que le règlement qui est en vigueur, le 580-20, en réalité, dans ce règlement, 578-20, dans ce règlement-là, on retrouvait des rues qui étaient des rues privées.
mais les rues publiques n'étaient pas identifiées. Donc, on savait que, ça fait quand même pratiquement 1 an qu'on vous parlait, qu'on voulait tout répertorier, les rues qui existaient ici à Château-Richer, parce qu'on avait beaucoup de rues qui sont privées, il y avait des rues, il y a des rues qui sont publiques qui n'étaient pas identifiées dans le règlement. Et il y avait des territoires, des terrains aussi qu'il fallait regarder, les zonages, voir la possibilité de développement, ces choses-là. Fait que ça, ce travail-là, il est en train de se faire en parallèle présentement. M. Berger travaille sur ce dossier-là. C'est pas, il y avait beaucoup de dossiers à traiter depuis son arrivée, mais là, on est rendu à regarder ces choses-là. Ça fait quand même quelques semaines qu'il travaille sur ce dossier-là avec M. Étienne Morin. Et là, on va tout lister dans le règlement là, qui est en vigueur, là, toutes les rues qui sont publiques. Puis les rues qui sont publiques, parfois, c'est des numéros de lot qui les identifient. Donc, ça peut être d'un numéro de lot à un, d'un numéro de lot à l'autre. C'est pas nécessairement des adresses civiques qui les indiquent. Et des fois, il y a comme les rues privées. Des fois, il y a des rues privées, parce que ça devient des passages. Mais les gens, ils pensent c'est encore la même rue, mais c'est pas la même rue. Puis il y a des actes notariés qui confirment la position et du l'arpentage qui a été fait. Donc, tout ça, ce ménage-là est en train de se faire. Donc, dans le règlement qu'on est en train de voter, c'est qu'on a défini en réalité qu'est-ce qu'est une rue publique, qu'est-ce qu'on considérait comme étant une rue publique, et les critères d'admissibilité d'une rue publique aussi en même temps. Et ils vont être énumérés aussi en même temps. Fait que dans le futur, au niveau du développement de la ville, ça va être plus facile là, pour les gens de bien gérer les dossiers, là, puis de pouvoir faire les suivis dans ces dossiers-là. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 637-25 qui modifie le règlement 578-20 afin de bonifier la définition d'une rue publique. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Martineau, 9.3. Monsieur le maire, avis de motion et dépôt du projet de règlement 640-25 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés complémentaires au règlement 633-25. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, par la présente, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 640-25 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés complémentaires au règlement 633-25. Je dépose le projet. Séance tenante. Merci. 9.4. Oui, 9.4. Adoption du règlement 638-25 relatif à la protection contre les incendies. Considérant les pouvoirs conférés à la Ville en matière de protection et de sécurité contre l'incendie, notamment par la loi sur les cités et villes et la loi sur la sécurité incendie, considérant les dispositions des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la Ville a adopté le 4 juillet 2016 le règlement numéro 503-16 concernant la prévention des incendies et la sécurité des occupants, considérant que la Ville a adopté le 10 juillet 2025 le règlement 633-25 intitulé « Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec », lequel contient des dispositions rendant caducs certains articles du règlement 503-16. Considérant qu'il est en conséquence dans l'intérêt de la Ville de mettre son règlement sur la prévention des incendies et de la sécurité des personnes à jour, considérant qu'un avis de motion a été donné à l'Assemblée ordinaire du 1er septembre 2025, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 1er octobre 2025, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que les copies du règlement sont disponibles et mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 638-25 relatif à la protection contre les incendies. Merci. Donc, j'attire votre attention sur la coquille. La séance ordinaire était du 2 septembre. Je n'ai pas vu quand on a... C'était pas le premier. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Roberge. Merci. Adoption du règlement 639-25 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils sur une partie de l'avenue Royale. Considérant le paragraphe 5 de l'article 626 du Code de la sécurité routière, qui permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle indique, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée.
Considérant l'article 291 du Code de la sécurité routière qui permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tout ou de certains véhicules lourds. Considérant l'article 291.1 du Code de la sécurité routière qui prévoit que la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être partiellement levée par une signalisation appropriée pour permettre de se rendre à un endroit où l'on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache. Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules-outils sur les chemins publics, dont l'entretien est à la charge de la municipalité afin d'assurer la protection du réseau, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 septembre et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 1er octobre, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose donc d'adopter le règlement 639-25 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils sur une partie de l'avenue Royale. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 10.1, M. Roberge. Merci beaucoup. Donc, je dépose le compte-rendu de la réunion du CCU du 17 septembre. Je procède tout de suite avec la présentation du 10.2. Autorisation de dérogation mineure pour le 89-20 Avenue Royale, considérant que l'unité d'évaluation située sur le lot 4 523 626, le 89-20 Royal, présente des conditions particulières d'aménagement, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée, conformément au règlement 613-24 sur les dérogations mineures, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 17 septembre, émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter la demande de dérogation mineure, visant le lotissement du lot 4 523 626, ayant pour résultante un terrain d'une superficie de 680 m² avec une largeur de 23,61 m et une profondeur d'environ 30 m. En conséquence, je propose d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 10.3. Donc, une approbation au PIA pour une toiture au 7254 Royal. Considérant que le projet vise le remplacement de la toiture actuelle en tôle par une toiture en bardeau d'asphalte sur la résidence du 7254 Royal. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 17 septembre, émis une recommandation au Conseil visant à accepter la demande d'approbation au règlement PIA afin de permettre le remplacement de la toiture en tôle par une toiture en bardeau d'asphalte. En conséquence, je propose d'accepter la demande pour permettre les 10 travaux. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Roberge. Donc, une autre approbation au PIA pour portes et fenêtres au 7410 Royal. Considérant que le projet vise le remplacement de la porte d'entrée et de 3 fenêtres en façade de la résidence du 7410 Royal, selon les caractéristiques suivantes. Donc, une porte en acier blanc avec vitrage sablé sans ornementation et des fenêtres en PVC blanc en battant sans carreaux. Considérant que les membres du CCU ont, lors de la réunion du 17 septembre, émis une recommandation au Conseil visant à accepter la demande, sous condition que des croisillons amovibles soient apposés aux fenêtres. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'approbation au règlement afin de permettre le remplacement de la porte d'entrée et de 3 fenêtres au 7410 Royal, en notant sous condition que les croisillons amovibles soient apposés aux fenêtres. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.5, M. Roberge. Donc, approbation au PIA pour une toiture d'escalier derrière le 7614 Royal. Considérant que le projet vise la construction d'un toit au-dessus de l'escalier d'accès à la galerie de la résidence du 7614 et présentant les caractéristiques suivantes. Donc, c'est une structure en bois peinte de couleur grise identique à celle des supports de la galerie actuelle. Un toit en tôle d'une couleur rouge identique à celle de la toiture de la résidence actuelle. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 17 septembre, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans condition la demande,
Alors, je propose d'accepter sans condition cette demande. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.6, M. Roberge. La dernière pour ma part, donc c'est une approbation au PIA pour les fenêtres du 78-71 Royal. Considérant que le projet vise le remplacement de 11 fenêtres en façade avant et latérale de la résidence du 78-71 et présentant les caractéristiques suivantes, donc fenêtres en PVC vert en battant avec 6 carreaux et des moulures extérieures de fenêtres identiques aux murs actuels. Considérant qu'une modification d'un bâtiment inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti est assujetti au PIA. Considérant que le bâtiment visé par le projet est inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de l'MRC avec une valeur moyenne. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion, émis une recommandation au Conseil visant à accepter la demande visant le remplacement des fenêtres et de conditionner cette acceptation à ce que les nouvelles fenêtres en façade latérale respectent les caractéristiques submentionnées et que les nouvelles fenêtres en façade avant soient en bois vert abattant avec 6 carreaux et que leur moulure extérieure soit identique aux moulures actuelles. Donc, en conséquence, je vous propose d'accepter la demande d'approbation au PIA sous réserve des conditions émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. M. Martineau, 10.7. C'est M. le maire. Approbation au PIA, fenêtre au 8259 Avenue Royale, considérant que le projet vise le remplacement de toutes les fenêtres de la résidence du 8259 Avenue Royale, le tout selon les caractéristiques suivantes. Fenêtre PVC blanc à guillotine au rez-de-chaussée et à l'étage. Fenêtre de PVC blanc à glissière au demi-sous-sol. Considérant que les membres du CCU ont lors de leur réunion du 17 septembre 2025, émis une recommandation au Conseil visant à accepter la demande au PIA afin de permettre le remplacement de toutes les fenêtres de la résidence selon les caractéristiques submentionnées, sous condition qu'il soit recommandé aux demandeurs d'apposer des baguettes verticales amovibles aux fenêtres du rez-de-chaussée. En conséquence, je propose d'accepter la dite demande et de recommander aux demandeurs d'apposer des baguettes verticales amovibles aux fenêtres du rez-de-chaussée. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 10.8, M. Martineau. Approbation au PIA, habitation unifamiliale jumelée, rue du Sureau. Considérant que le projet vise la construction de 5 habitations unifamiliales jumelées sur les lots 6 648 628, 6 648 629, 6 648 630, 6 648 631, 6 648 632, 6 648 633, 6 648 634, 6 648 635, 6 648 636 et 6 684 703 sur la rue du Sureau. Considérant que les membres du CCU ont, lors de la réunion du 17 septembre 2025, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre les 5 habitations unifamiliales jumelées sur les lots déjà mentionnés. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la dite demande à PIA. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 10.9, M. Martineau. Approbation au PIA pour un lotissement rue du Sceau. Considérant que le projet vise le lotissement de 2 terrains résidentiels à même le lot 6 393 523 sur la rue du Sceau et présentant les caractéristiques suivantes. Un premier lot à l'ouest avec une superficie d'environ 830 m². Un second lot à l'est avec une superficie d'environ 875 m². Le tout induisant un déplacement au nord du lot actuel de rue servant d'assise au rond de virée. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 17 septembre 2025, émis une recommandation au Conseil visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre le lotissement des deux terrains résidentiels à même le dit lot sur la rue du Sceau et présentant les caractéristiques submentionnées. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la dite demande. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.10, M. Martineau.
approbation au PIA, habitation bifamiliale, rue du Sceau. Considérant que le projet vise la construction de 2 habitations bifamiliales sur les 2 lots à créer, à même le lot 6 393 523 sur la rue du Sceau. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 17 septembre 2025, émis une recommandation au Conseil municipal visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre la construction des 2 habitations bifamiliales sur les 2 lots à créer, à même le lot 6 393 523 sur la rue du Sceau. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la dite demande. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.11, M. Martineau. Approbation au PIA pour une enseigne aux 4 rue du Petit-Pré. Considérant que le projet vise l'installation d'une enseigne commerciale sur le lot 4 583 420 aux 4 rue du Petit-Pré. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 17 septembre 2025, émis une recommandation au Conseil municipal visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre l'installation de la dite enseigne. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la dite demande. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.1, Mme Plot. Je pense que c'est 11.1, mais c'est une erreur. C'est 11.1, ouais. 11.1. Vous avez Donc, raison. organisation de la fête des enfants par les Chevaliers de Colomb et la ville de Château-Richer. Considérant que les Chevaliers de Colomb du Conseil de la visitation de Château-Richer, en partenariat avec la ville de Château-Richer, réalisent la fête des enfants qui se tiendra le 14 décembre prochain au Centre Olivier-Le-Tardy. Considérant que la ville est heureuse de contribuer à la réussite et à l'organisation de cet événement et à son bon déroulement en fournissant notamment gratuitement la location du Centre Olivier-Le-Tardy. Considérant que la ville souhaite renforcer ce partenariat en assumant également le coût de location des jeux gonflables, lesquels constituent une activité phare et fort appréciée des enfants. En conséquence, je propose de réserver un montant de 350 $ qui sera payé par la ville aux fêtes de la location des jeux gonflables dans le cadre de l'activité Fête des enfants qui aura lieu le 14 décembre 2025. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.1. Donc, c'est l'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière appelée au projet Prasim, le volet 1. Donc, c'est une demande une subvention qui est devenue disponible il y a à peu près 2-3 semaines. Ça aussi, c'est arrivé. Donc, on veut s'inscrire dans cette démarche-là. Donc, considérant que le premier appel à projet du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le Prasim, a débuté le 17 septembre 2025 et se tiendra jusqu'au 3 décembre 2025. Cette subvention-là était supposée de durer en tout cas quelques années, puis là, finalement, cette année, ils l'ont encadrée, puis ça soit juste dans une période bien définie, puis la date pour déposer, c'est vraiment le 3 décembre. Considérant le programme qui vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux de base, qu'il ait une vocation municipale ou communautaire et que son admissibilité, sont admissibles les travaux qui ont trait à la rénovation, à la mise aux normes, l'agrandissement et à la construction et le remplacement de bâtiments admissibles, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de déposer une candidature dans le cadre de cet appel à projet. Je propose donc que le Conseil municipal de la Ville de Château-Richer autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la Ville a pris connaissance du guide Prasim et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent. Que la Ville s'engage également, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et celui-ci ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné, puis que la Ville confirme si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au Prasim associés à son projet, y compris toutes les dépenses de coûts. Donc, tous les dépassements de coûts. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.2. Autorisation de dépôt d'aide financière, programme pour l'élaboration de plans de protection des sources d'eau potable, PEPP, SEP. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable,
concernant que la Ville de Château-Richer désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs du ministère dans le cadre du programme. Donc, ce programme-là, on s'inscrit là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre d'acheter des subventions pour pouvoir évaluer la prise d'eau qu'on a présentement dans la rivière Sous-Bois-la-Puce. Si on va les situer, on va faire examiner pour être sûr que son état est en bon état, puis est-ce qu'on devrait l'améliorer ou pas l'améliorer, parce que vous savez qu'on travaille depuis 1 an et demi environ sur l'usine d'eau potable. Donc, cette subvention-là, elle arrive à point, puis elle va nous permettre aussi de regarder si on est capable d'aller chercher de l'eau aussi au niveau souterrain. Donc, analyser toute la nappe phréatique, ça va nous permettre d'évaluer ça aussi en même temps pour être capable d'alimenter la future usine d'eau potable correctement et de pouvoir avoir 2 options là, pour l'alimenter. Beaucoup de villes se sont inscrites. Beaucoup de villes, dans le passé, ont eu la chance de pouvoir mettre en place deux possibilités d'aller chercher des sources d'eau. Donc, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Puis, on autorise également M. Bourgoin et le directeur par intérim soient autorisés à signer et à déposer la demande au ministère. 12.3, M. Roberge. Merci. Donc, l'autorisation de dépôt d'aide financière pour l'appel à projet Paysage Capitale Nationale 2025-2028. Considérant que la Ville de Château-Richer a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes de l'appel à projet Paysage Capitale Nationale 2025-2028. Considérant que l'objectif général de cet appel à projet est de soutenir les intervenants dans la mise en œuvre de leurs projets de protection et de valorisation des paysages, dans le respect des visions de développement et d'aménagement des collectivités locales et régionales. Considérant que la Ville de Château-Richer désire présenter une demande individuelle à Paysage Capitale Nationale dans le cadre du dit programme. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet Paysage Capitale Nationale 25-28 et que M. Romain Berger, directeur de l'urbanisme, soit autorisé à déposer cette demande et à signer tous les documents s'y rattachant. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.1, M. Roberge. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est l'autorisation de signature d'actes notariés pour la servitude de conservation et de non-construction à proximité du territoire de la rivière Saute-à-la-Puce. Considérant que la rivière Saute-à-la-Puce et les terrains qui la jouxtent constituent un patrimoine collectif naturel et culturel pour les résidents de Château-Richer et l'ensemble du Québec, et qu'il est nécessaire de prendre action pour en assurer la conservation à long terme et contribuer à la transmission de ce legs aux générations futures. Considérant que ce territoire d'exception, riche en biodiversité et en histoire, mérite une approche réfléchie qui assurera sa conservation tout en permettant aux citoyens et visiteurs d'en apprécier toute la splendeur. Considérant que la Ville souhaite mettre en place une servitude de conservation et de non-construction visant à mieux protéger ces terrains. Considérant que les terrains concernés par telle servitude sont les lots 4 582 963 et 4 582 960 qui sont déjà propriétés de la Ville. Considérant que la servitude vise à les lier à la réserve naturelle du Saute-à-la-Puce, qui, elle, est située sur le lot 4 584 774, dont le propriétaire actuel est l'organisme Canard et Limité Canada, qui en assure la gestion en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que telle servitude permettra de maintenir des lots dans leur état naturel et participera à la conservation d'une mosaïque d'habitats fauniques et floristiques se trouvant sur les fonds, tout en préservant les caractéristiques géomorphologiques, écologiques et paysagères du lot 4 584 774 qui est à Canard et Limité. Considérant que l'ensemble des lots précités sont situés dans le même voisinage d'influence écosystémique et que la richesse biologique des dix fonds justifie amplement leur conservation à l'état naturel. Considérant que le projet d'acte de servitude préparé par Maître Bouchard, reçu par la Ville le 24 septembre 2025, est soumis préalablement aux conseils municipaux pour leur analyse. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou la mairesse en place, ainsi que le directeur ou la directrice en place, à signer l'acte de servitude préparé par Maître Bouchard en l'état ou modifié sur la base de conseils juridiques éclairés dans l'intérêt de la Ville et dans l'esprit du projet d'acte proposé,
visant à établir une servitude réelle et perpétuelle de conservation et de non-construction entre les lots 4 584 774, 4 582 963 et 4 582 960. Merci. Donc, ceux et ceux sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 13.2, qui est l'adoption du plan de planification stratégique 26 et 28 et les aperçus des enjeux jusqu'en 2023. Donc, 2036. 2036, oui, ça va aller plus loin un peu. Regarde vers le C'est futur. bon. J'ai bougé mes lunettes. C'est correct. Donc, ce plan de stratégie-là, ben, c'est sûr qu'on en parlait là, depuis qu'on est arrivé, là, qu'on avait une vision, puis on avait des choses qu'on voyait là, au niveau de la ville. Et on l'avait répété à maintes reprises, mais il y avait aussi des priorités que la ville avait là, dans ses dossiers là, en termes d'eau potable, l'usine et tout ce qui était infrastructure et le réseau d'égouts. Quand on parle de l'eau, on parle toujours de l'eau potable, mais aussi de l'eau des eaux usées. Et aussi les infrastructures de la ville qui concernent tous les ponceaux, les viaducs, là, toutes les réparations qu'il y avait à faire. Donc, ces études-là, ils ont été faites. Mais en réalité, le plan stratégique, c'est vraiment la vision qu'on a de la ville pour les années qui s'en viennent. Donc, c'est des choses qu'on parle depuis longtemps, depuis 23 à peu près, certains de façon plus régulière depuis l'arrivée de Mme Lavigne. On a pu en discuter davantage parce qu'on est arrivé avec une stabilité, si on veut, au niveau de la direction. Puis c'était le souhait qui est exprimé par le conseil municipal, mais la direction et tous les gens ont embarqué dans cette évaluation-là aussi en même temps. Donc, on a fait l'évaluation, puis je dirais de budget en budget, là, en 23, puis le budget qu'on a déposé en 24 pour 25, on avait déposé les mosaïques, on déposé un peu l'évaluation au niveau des différents aspects qu'on voyait de la ville, mais on n'avait pas un regard extérieur avec une personne qui est qualifiée en la matière, puis qui pouvait faire le tour d'une façon, je dirais, impartiale, sans qu'il soit influencé par quelque façon que ce soit par personne. Fait que la personne, elle l'a fait de façon impartiale, puis elle nous a déposé ce projet-là qu'on va adopter. Et je dirais qu'à travers de ce projet-là, il y a eu environ une centaine de personnes qui ont été consultées, rencontrées. Et il y a eu des discussions, des échanges là-dedans. Mais les discussions préalables avaient été commencées avec un comité de personnes extérieures. Donc, moi, je n'assistais pas. Il n'y avait personne de l'équipe de conseil qui assistait vraiment. Là. C'est vraiment, il fallait que ça se fasse de façon, je dirais, le plus impartiale possible. Donc, considérant que les municipalités ont la responsabilité d'établir une vision de développement à moyen et long terme afin d'assurer une planification cohérente des actions, des investissements et de la croissance de leur territoire, considérant que la ville de Château-Richer a amorcé il y a 2 ans, déjà 2 ans, une démarche rigoureuse et participative visant l'élaboration d'un plan de planification stratégique. Considérant que lors de la présentation du budget 2024, une première prémisse de cette démarche a été déposée à la population présentant une mosaïque des grands secteurs de développement à couvrir, ainsi que les sous-catégories destinées à bonifier des secteurs par des projets spécifiques. Considérant que cette démarche a été régulièrement annoncée et rappelée lors des séances précédentes du conseil municipal afin d'assurer un suivi public et transparent de son avancement. On s'est souvent questionné si on en avait, puis on avait une vision, puis où on s'en allait avec ça. Donc, considérant aussi que la planification repose sur une hiérarchie claire des priorités en tenant compte des possibilités de financement, des programmes de subvention, des partenariats publics et privés et de l'attraction des promoteurs et d'opportunités de développement. Considérant que la Ville accorde dès le départ une importance majeure à l'écoute et à la compréhension des enjeux réels du milieu, en prenant 2 années pour s'imprégner pleinement des réalités de terrain, recueillir des propositions, des initiatives et des observations provenant de la communauté. Considérant qu'un mandat d'accompagnement a été confié à un professionnel d'expérience, de surcroît un citoyen de Château-Richer, afin d'assurer une réflexion approfondie, d'analyser les propositions reçues et de conduire des consultations auprès de large éventail d'acteurs, citoyens, d'entreprises, organismes du milieu, groupes multisectoriels et organismes socioculturels. Considérant que cette démarche enrichie par les recherches, les analyses et l'accueil de nombreux commentaires recueillis a permis de dégager une vision commune et des orientations structurantes directement inspirées des aspirations de la population de Château-Richer.
considérant que le plan, la planification stratégique n'a pas la portée d'un plan d'affaires ni d'un engagement financier immédiat, mais constitue plutôt un outil d'orientation qui propose une vision et des avenues de développement à l'analyse, à valider et à prioriser en fonction des capacités financières des partenaires et des ressources disponibles, considérant que la réalisation des projets identifiés dans ce plan devra, le moment venu, faire l'objet d'analyses détaillées, de validation technique, de recherche de partenaires, le cas échéant, et d'évaluation budgétaire, afin d'assurer leur faisabilité et leur pertinence. Considérant l'intégration du plan dans les exercices budgétaires et le plan triennal d'immobilisation, vise uniquement à offrir un cadre de réflexion, chaque projet demeurant assujetti au processus d'évaluation et de priorisation et de l'adoption requis par la loi. Considérant que le document présenté constitue l'aboutissement d'un travail de fond rigoureux, transparent et citoyen, et vise à doter la Ville d'un outil clair et durable pour orienter les décisions. Ce document-là, il va être déposé après l'adoption et les gens vont y avoir accès. C'est un document d'environ 85 pages. Il est vraiment détaillé, puis il faut le regarder comment le plan a été fait. La personne qui a fait le plan, on retrouve son CV à la fin, il y a la lettre, le mandat qu'on lui a donné aussi en même temps, on le retrouve dans le document. Donc, les gens vont prendre le temps de le lire comme il faut. Et après, je dirais en novembre ou en décembre, tout dépendant de la disponibilité de la personne ressource, il va y avoir une présentation qui va être faite aux citoyens pour expliquer. Et puis, la personne qui l'a fait, qui l'a monté, bien, je pense que c'est la personne la mieux placée pour être capable de répondre aux gens adéquatement pour qu'ils puissent exprimer sa pensée puis comment il a vu la vision de la ville. Entre-temps, nous, c'est sûr qu'il va y avoir une présentation qui va être faite là, avec les nouveaux élus là, après les élections et l'ensemble des employés de la ville pour qu'ils voient un peu vers où on veut s'en aller là, dans le développement de la ville de Château-Richer en termes stratégiques. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le plan de planification stratégique 26-28 tel que présenté au conseil municipal, reconnaissant s'il s'agit d'un cadre de référence essentiel pour guider les actions de la ville au cours des prochaines années, et rendre public le dit plan et le diffuser auprès de la population, des partenaires et des organismes du milieu afin de s'assurer la transparence et de l'appropriation collective et de mandater la direction générale pour tenir compte du plan à titre de cadre de réflexion dans la préparation des budgets et du plan d'immobilisation, triennal d'immobilisation et des démarches de recherche de financement. Chaque projet demeure soumis aux analyses et aux approbations usuelles. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous avons retiré tout à l'heure le point 13.3 là, lorsqu'on a adopté l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas eu de correspondance. Nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, M. Gouzic? Non? Bonjour, Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur le maire, vous avez nommé 3 terrains avec les numéros de lot pour la servitude de conservation. Pouvez-vous nous les situer dans la ville de Château-Richer? Ils sont où, s'il vous plaît? Bien, la conservation, où ça va être, quand on regarde tout le terrain là, du saut à la puce, là, tout ce qui est la carrière, l'ancienne carrière Baker et tout l'environnement, ça représente 720 000 mètres carrés de superficie qui n'est pas conservée. Parce que là, on veut regarder s'il y a du développement à faire, mettre du stationnement, des choses là pour que les gens puissent avoir accessible au terrain. Et tout ce qui est au-dessus de la carrière, donc une grande portion qui sert comme un peu un fer à cheval, et toute la portion qui longe en réalité la rivière jusqu'à une certaine hauteur avant d'arriver aux lignes électriques. Cette portion-là aussi va être en zone de conservation, donc il va être permis de faire des chemins, des bancs pour les gens puissent s'asseoir, et donc des sentiers là, pour se promener. Et après ça, le reste en haut, il n'est pas sur servitude. Pourquoi? Parce que c'est l'usine d'eau potable qui est dans ce coin-là. Donc, il va y avoir des travaux à faire éventuellement. Là, donc, c'est pour ça que cette section-là ne sera pas conservée. Si je comprends bien, c'est des terrains qui appartiennent déjà à la ville. Tous les terrains appartiennent à la ville. C'est bon, merci. Et en passant, on avait voté puis on avait présenté une résolution là, en 2022, là, considérant, lorsque le terrain avait été acheté à l'époque, il y avait des sommes d'argent qui avaient été demandées à partir des fonds éoliens à la MRC, puis le terrain était payé à partir des sommes éoliennes. Donc, le terrain, je pense que c'était 125 000 à l'époque. Puis on a été chercher 100 000 à mon arrivée. Là. Les sommes étaient là. Puis on est allé chercher l'équivalent de 25 000 par année pour payer le terrain.
Monsieur le maire, après avoir signé au mois d'octobre, vous m'avez dit que vous allez signer justement la servitude. On m'a dit ça là, c'est le 16, je me souviens plus la date. J'ai dit le mois d'octobre pour me Ben, tromper. c'est le 16. Les élections arrivent, si jamais vous n'êtes pas réélu, si la nouvelle gang qui rentrerait comme dirigeant de la ville, pouvez-vous m'indiquer ce serait quoi le processus pour backtracker, pour revenir en arrière sur les terrains? Mettons qu'on voudrait les sortir de la conservation, ce que vous avez fait ce soir. Si mettons qu'il y a une gang qui voudrait le défaire, le sortir, est-ce que c'est possible? C'est quoi la marche à suivre? Donc, en réalité, moi, je suis en fonction jusqu'à la sermentation de la personne qui va être élue après les élections. Donc, je suis en droit de pouvoir signer ces documents-là. La servitude, à ma connaissance, elle est irréversible. Donc, dès que c'est signé, c'est irréversible. Mais pour les détails, je vous inviterai à communiquer avec M. Berger pour qu'il vous donne l'information là, sur le processus, s'il y en a un, s'il n'y en a pas un. Là. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était irréversible. Est-ce qu'il y a des interventions? En fait, c'est pas le terme exact, c'est qu'un acte ne peut être que modifié par un acte de même valeur ou de valeur supérieure. Donc un acte notarié ne pourra être modifié que par un autre acte notarié. Donc si la prochaine administration veut revenir sur ça, il faudra repasser par tout le processus et en conséquence aussi obtenir l'accord de Canard illimité, puisque c'est un acte notarié, c'est consensuel, donc il faudra l'accord de Canard illimité. C'est beau. Madame Guillen avait levé la main. Peux-tu parler? Non, c'était pour lui dire qu'il voulait intervenir. Désolé. Bon. Merci. Marie-France Biloc. Je sais que vous l'avez biffé, là, le 13.3, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi la nature, le sujet du recours judiciaire? C'est parce qu'on a, on a eu des, on a des dossiers qu'on gère au niveau de la ville parce que, mettons, il y a des situations, il y a des contextes d'insalubrité sur des terrains. Donc, on demande aux gens de contribuer, de collaborer, mais dans ce dossier-là, il y a des discussions qui sont faites présentement avec le procureur et comme qu'il y a une bonne collaboration de tout le monde, on a décidé de mettre ça sur la glace pour ne pas aller plus loin non plus dans les processus, les gens collaborent. Là. Donc, l'objectif est, oui, de régulariser les situations, mais en même temps, c'est de ne pas non plus trop judiciariser les processus. Oui, puis ça peut être bien vu aussi chez la partie adverse. Vous avez parlé de surplus tantôt. Là, ce que j'ai bien compris, quand vous avez parlé, Mme Lefrançois, vous avez pris dans le surplus pour payer le paiement de la SQ, c'est bien ça? Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? Pour payer la SQ? Oui. C'est ce qu'on a fait ce soir. Je vais répondre. Là. En réalité, à chaque année, il y a toujours des appropriations qui sont faites pour s'assurer que quand on arrive au mois de décembre, que notre budget arrive équilibré. Parce que la loi sur la fiscalité municipale nous empêche de faire un déficit, puis aussi on ne peut pas faire des prévisions pour avoir des surplus, on ne peut pas arriver à ça. Mettons, si on met plus d'argent pour l'électricité parce qu'on sait qu'il y a une augmentation, mettons, de 4% par rapport à l'année passée, on ne peut pas mettre 8% pour faire de l'argent. Là, donc ça, c'est la gestion des budgets est assez serrée, puis on est audité aussi, puis on est surveillé. Donc à chaque année, depuis qu'on est en place, puis les autres équipes en place aussi en même temps, on approprie toujours de l'argent pour être capable de s'assurer qu'au mois de décembre, on va arriver correct là, dans nos finances, puis qu'on n'arrivera pas avec il ne faut pas avoir de déficit. Puis comme les séances du conseil avancent quand même rapidement, parce que là, il en reste juste 2, donc il faut préparer le terrain par rapport à ça. Puis comme on vous a dit tout à l'heure dans le budget, parce que là, vous en alliez vers ça, parce qu'on disait qu'on allait avoir un surplus anticipé, en réalité, le surplus anticipé, c'est par rapport à des sommes d'argent qu'on sait qui vont rentrer parce qu'on n'a pas atteint les enveloppes, puis on sait qu'il y a des dépenses qui ne se font pas, puis on anticipe qu'ils ne se font pas là, par rapport. OK, c'est bon. Je vais arrêter de bord. Allez-y. C'est bon. Ben, ça va peut-être y toucher, mais en tout cas, j'imagine que ça va toucher, oui. Allez-y. Ça va y toucher, mais peut-être pas de la façon dont vous pensez. OK. Mais là, ce surplus-là, quand que vous dites que vous allez payer la SQ, oui. Théoriquement, oui. C'est-tu dans le montant que vous avez déjà préestimé ou il aurait fait partie de ce surplus-là? Je comprends pas votre question. Okay. C'est parce que je pense que j'ai compris, là, c'est parce que quand on a voté pour le budget de la SQ, on l'a approprié au surplus accumulé. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que ce montant-là faisait déjà, est-ce qu'il est supplémentaire au surplus que vous avez
estimé. C'est-tu inclus dans ça? À ma connaissance, non. Là, on paye une enveloppe avec ça. Puis en réalité, le surplus qui est estimé, c'est à partir de la présentation que Mme Lefrançois vous a faite. Là. Fait que l'autre surplus, c'est comme à part de ça. Ouais. Le surplus, c'est à part de ce montant-là. Ce montant-là, on le prend pour payer une cote-part. Donc, la cote-part est payée. Oui. Donc, c'est comme si on ajoutait de l'argent au budget. Puis après ça, dans le budget qui était courant, si on enlève, on retranche le surplus qu'on a utilisé pour payer ça. Ce qu'on vous a présenté comme étant le 200 et quelques mille de surplus, bien ça, c'est vraiment à partir du budget, sans tenir compte de la cote-part, parce qu'on l'a pris dans le surplus accumulé. Fait que si on aurait pris la cote-part ailleurs que là, on aurait eu un plus gros surplus, c'est ça que vous me dites? Bien, le surplus, c'est le surplus qu'on a fait l'année passée. Là, on a fait un surplus l'année passée de 650 000 à peu près. Là. OK. Fait qu'on a pris l'argent dans ce surplus-là, en réalité, pour payer la cote-part cette année de la SQ. OK, merci. Donc, il va rester 300 et quelques mille dans ce surplus-là, mais il y avait déjà un 250 000 qui avait été accumulé des années précédentes. Là. Donc, c'est tout. C'est tous les surplus que Accumulés. vous C'est ça, accumulez, c'est que ça, vous avez c'est ça, payé. c'est ça. OK. Comme on vous a présenté là, lors des séances. OK. C'est bon. Est-ce que ça complète la période de questions? Pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y a une intervention divine qui va se faire? Ça sera pas long. Monsieur le maire, je peux me permettre, on peut savoir des nouvelles de Mme Lavigne, comment elle va? Je vais vous en donner. Mme Lavigne, elle va bien. Elle a rencontré son médecin. Elle récupère très bien. Puis elle devrait revenir au travail de façon progressive dans les semaines qui s'en viennent. Merci. Donc, mais elle avait hâte de revenir aussi en même temps pour pouvoir se mettre la main à la porte. Je pense qu'elle gigotait sur sa chaise chez elle. C'est une madame qui est très dynamique et je dirais honnêtement, on est chanceux de l'avoir dans l'équipe. Là. On l'a recrutée, mais on a été chanceux de tomber sur elle. Honnêtement. Une petite tranche de vie. Bon, ceci étant dit. Une petite seconde, puisque j'ai une question en ligne. OK. Je demande le nom de la personne avant que vous souhaitiez que je la pose. Non, si on n'a pas de nom de personne, on ne répond pas. Là. Les gens qui se nomment, on demande aux gens de s'identifier au micro, c'est la même chose. Pas de pause droit. Elle ne s'identifie pas? Je vais poser la question, laissez-moi un petit... OK. 30 secondes. C'est Madame Katia Cochon. OK. Donc bonjour, est-ce possible de lire la question c'est ça. Au sujet du point 13.1 de ce qui a été dit dans l'adoption du règlement, le zonage, conservation et interdiction de construction, quel est le but d'interdire toute construction? Pourquoi vous jugez opportun d'en faire un acte notarié? Pour le saut à la piste, vous êtes peut-être plus en mesure que moi de répondre là-dessus, M. Gouzic. Quel est le but d'interdire toute construction? Le but, c'est de faire un parc de conservation, justement, pour éviter les constructions dans cet endroit-là. Il faut que ça soit notarié. Mais c'est une procédure. En réalité, quand on fait de la conservation, si je me souviens bien, là, parce que des fois, je vois de mémoire, on parle des dossiers, puis je n'ai pas toujours en tête, mais quand on parle de conservation, on doit notarier la situation pour dire, voici c'est quoi les intentions des propriétaires du terrain, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, l'objectif de le notarier, c'est comme de rendre ça officiel, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Puis à cause, je dirais, de toute la végétation qui est en place, de la faune et de la flore, bien, pour nous, ça permet en même temps de démontrer là, qu'on pose un geste pour préserver toute cette végétation-là aussi en même temps, puis de préserver les lieux pour que ce soit un lieu pour les gens qui puissent aller se récréer, si on veut, aller se divertir, aller se reposer, aller apprécier la nature près de chez eux en réalité. Donc, c'est l'objectif d'aller de notarier ça. Ça fait partie de la procédure qu'on doit suivre, là, qui a été soumise par Canard, pas Canard, mais Capitaine Nature. Ça va? Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc, considérant qu'on a terminé l'ordre du jour, je vais me aller à la fin pour être sûr que... Bon, ça sera pas long. Je ne vais pas me tromper. Donc, considérant qu'on a épuisé l'ordre du jour, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose la levée de l'Assemblée, considérant que l'ordre du jour a été épuisé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci tout le monde d'avoir été présent.